Bon, vous l'aurez compris, on n'écoute pas les femmes. Mais cette idée-là, elle vient d'où ? Pour comprendre pourquoi l'endométriose a été souvent ignorée, il faut revisiter l'histoire de la douleur féminine. Un héritage qui est fait de silence et de biais. Un exemple très révélateur, c'est la phrase « Tu enfanteras dans la douleur » qu'on retrouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible, quand Dieu punit Ève et toutes ses descendantes pour lui avoir désobéi. Dès le départ, la douleur des femmes, elle est présentée comme quelque chose de normal et presque de mérité. Pendant des siècles, comme le rôle principal des femmes dans la société était de faire des enfants, cette douleur, elle a été banalisée, comme si souffrir faisait simplement partie du fait d'être une femme. Salut, je m'appelle Lia Ferranti et je suis atteinte d'endométriose. Si je produis ce balado, c'est pour qu'on comprenne ce que ça veut dire de vivre avec cette maladie qui touche une femme sur 10. L'endométriose, ça s'infiltre dans toutes les sphères de nos vies et c'est pour ça qu'il faut en parler. Dans les précédents épisodes, on a parlé de ce qui se passe physiquement quand on a de l'endométriose. Des symptômes, des traitements et surtout de la douleur. Une douleur chronique, persistante, qui finit par s'imposer dans absolument toutes les sphères de la vie. Alors, une question s'impose. Pourquoi on en est là ? Pourquoi, alors qu'une femme sur 10 est concernée, on n'a toujours pas de traitement curatif et si peu d'outils pour le diagnostiquer rapidement ? Au fil des siècles, la religion chrétienne, elle a beaucoup influencé notre rapport à la souffrance. Selon les époques, la douleur, elle a été vue comme un châtiment, une épreuve ou même une forme de purification. Et dans cette logique, vouloir souffrir moins, ça pouvait être perçu comme une contestation de l'ordre naturel. Pendant longtemps, de toute façon, très peu de solutions existaient pour soulager la douleur. Donc il valait mieux lui donner un sens que d'avoir l'impression de souffrir pour rien. Et c'était en quelque sorte une façon d'expliquer l'inexplicable. Dans ce contexte, la douleur des femmes, elle a été particulièrement banalisée, comme si elle faisait partie de la condition féminine. D'ailleurs, au XIXe siècle, quand les femmes ont commencé à accoucher avec des anesthésiants, certaines figures religieuses chrétiennes s'y sont opposées. Par exemple, l'écrivaine et artiste américaine Hannah Ryan a publié une lettre ouverte dans un journal anglais pour défendre une méthode de soulagement de la douleur pendant l'accouchement. Et un membre du clergé s'y est publiquement opposé, affirmant qu'accoucher dans la douleur, c'était une loi divine et naturelle et que la soulager, ça reviendrait à perturber et détourner le cours de la loi naturelle ordonnée par Dieu. Mais qui étaient donc les femmes pour aller contre la volonté divine ? Pendant des siècles, on a donc appris aux femmes que souffrir c'était normal, voire souhaitable, et que c'était dans leur nature. Si elles se plaignaient, c'est parce qu'elles étaient trop sensibles, trop émotives ou trop fragiles. Et pour justifier cette supposée nature féminine, on a trouvé un concept qui a collé aux femmes pendant des siècles, l'hystérie. Et ce qui est frappant, c'est que le mot il existe encore aujourd'hui et il est utilisé souvent pour disqualifier une femme qu'on juge trop émotive. Pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter jusqu'en Égypte antique. La première mention de troubles causés par un utérus baladeur a été retrouvée sur un papyrus datant de 1600 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel papyrus, mais le papyrus Ebers, un des plus anciens traités de médecine connus au monde. Mais c'est tout de même à Hippocrate qu'on doit le nom d'hystérie, qui vient du terme hystéra, qui signifie utérus en grec ancien. À peu près à la même époque, le philosophe Platon a déterminé que l'utérus, en désir de reproduction, se baladerait dans le corps des femmes, engendrant ainsi une multitude de problèmes. Des crises, des angoisses, des douleurs, faisant partie donc de la nature féminine. Et dans ces cas, on prescrivait même des grossesses pour calmer ces supposées crises d'hystérie. Et c'est pas si loin de nous, parce que la grossesse, elle est encore parfois présentée comme une solution miracle à toutes sortes de problèmes hormonaux ou même à l'endométriose. Je pense que je suis pas la seule à avoir déjà entendu des médecins me dire « Vous verrez quand vous serez enceinte, tout ira mieux ». Pendant des siècles, l'hystérie a servi de diagnostic fourre-tout pour toutes les femmes qui avaient des symptômes qu'on comprenait pas ou qui dérangeaient. Et les remèdes, eux, ils allaient dans tous les sens. Une petite mention spéciale à l'élixir utérin inventé au XVIIe siècle par le médecin français Lazare Rivière, qui était un mélange d'herbes et d'épices infusé avec du fumier de cheval et du vin. Heureusement, les mentalités, elles ont fini par évoluer. Et en 1980, le concept d'hystérie disparaît du manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, l'ouvrage de référence en psychiatrie.
Et en 1990, c'est au tour de l'Organisation mondiale de la santé de le retirer de sa classification internationale des maladies. La docteure Valerie Kingsbury. Je pense qu'en général, la douleur des femmes, c'est quelque chose qui est moins pris de façon au sérieux, malheureusement, là, que ce soit les douleurs menstruelles et autres. J'ai plusieurs patientes qui se sont fait répondre, ben c'est ça être une femme, là. Je suis pas mal certaine que si on parlait d'un pénis, ce serait tout autre chose. Donc, je pense que c'est surtout ce contexte-là qu'il faut revoir, de la femme hystérique, qui parle de ses symptômes et de ses douleurs. Mais si on parle plus d'hystérie dans le langage médical, plusieurs études ont démontré qu'à douleur égale, celles des femmes, elles sont plus souvent interprétées comme émotionnelles ou psychosomatiques. Avec le recul maintenant, on sait que derrière ce mot, il y avait aussi souvent des troubles bien réels, comme l'épilepsie, troubles bipolaires, l'anorexie, l'anxiété, la dépression, le syndrome de fatigue chronique ou la fibromyalgie. And society has never really recognized women's pain as valid and important. Mathieu Leonardi, gynécologue spécialisé en endométriose, le résume très bien. La société, elle n'a jamais vraiment reconnu la douleur des femmes comme étant valide et importante. So you compound that societal nature with the experience of this person and it has impacts on their relationships. Et quand une douleur, elle n'est pas reconnue, elle finit par peser sur tout, la santé, les relations, la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode, l'impact des stéréotypes, le retard de la recherche et les solutions qui commencent à émerger lentement. Malgré le manque de reconnaissance, les femmes, elles ont toujours cherché à apaiser leur douleur. Et pendant longtemps, ce savoir-là, il a vécu en dehors des hôpitaux. Dans les villages, dans les maisons, avec les sages-femmes, les herboristes, les guérisseuses, des connaissances empiriques transmises de génération en génération. Mais ces femmes et leur savoir ont aussi fait peur. Parce que soigner, c'était parfois désobéir, et c'était refuser l'idée que la douleur, elle devait être acceptée. Au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, beaucoup de femmes qui détenaient ces connaissances sur le corps, sur les plantes ou sur la reproduction ont été associées à la sorcellerie. Et souvent, à la même mécanique qu'on a déjà vue. Les disqualifier, les traiter d'irrationnels, d'excessifs, d'hystériques et les réduire au silence. Et ça, parfois violemment. L'autrice Silvia Federici, dans son ouvrage « Caliban et la sorcière » publié en 2014, le montre clairement. La persécution des sorcières n'a pas seulement été une affaire de religion ou de superstition. Elle a aussi participé à déposséder les femmes de leur savoir sur les soins et le corps et à laisser la place à une médecine de plus en plus institutionnelle et masculine. Mona Chollet le rappelle aussi dans son essai « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». La figure de la sorcière, c'est souvent celle d'une femme qu'on veut faire taire parce qu'elle n'entre pas dans le cadre. À partir du XIIIe siècle, à l'inverse, les hommes commencent à se former à la médecine à l'université, dans un cadre officiel et conforme aux normes de l'époque. Ces universités, elles étaient interdites aux femmes. Résultat, les femmes ont été exclues de la médecine au moment même où elle devenait une profession. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Dans les dernières années, une féminisation de la médecine s'est opérée en Occident. En 2026, 55% des médecins du Québec sont des femmes. Et en France, les femmes, elles occupent la moitié de la profession. Par contre, comme la docteure Valerie Kingsbury en fait état, l'héritage du passé, il se fait encore sentir. Dans ma génération, du moins, puis même dans les gynécologues les plus âgés, il y a quand même un changement de paradigme à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça se fait quand même lentement. En ce qui a trait à nos réunions, à la formation continue, on parle de plus en plus, par exemple, des violences gynécologiques, de la reconnaissance de la douleur chez la femme. Donc, je pense qu'il y a quand même des avancées à ce niveau-là, mais je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est de ne pas prendre au sérieux la douleur des femmes en général. C'est vrai qu'on nous apprend très tôt à minimiser la douleur et à la vivre en silence, comme si c'était normal. Qui n'a jamais entendu des phrases comme « il faut souffrir pour être belle » ou « c'est normal d'avoir mal pendant ses règles ». Ça me fait penser à un monologue sur la douleur des femmes dans la série télévisée britannique Fleabag, qui est une de mes séries cultes. Women are born with pain built in. Les femmes, elles naissent avec la douleur intégrée en elles. C'est notre destinée physique. Les douleurs de règles, les seins sensibles, l'accouchement, tu vois. On le porte en nous toute notre vie. Les hommes, non. Men don't. Au début, quand j'ai eu mes menstruations, j'avais l'impression de franchir un rite de passage, de devenir une femme. Mais très vite, chaque cycle est devenu vraiment un synonyme d'angoisse pour moi. J'avais toujours peur que ce soit de pire en pire.
J'ai connu les règles hémorragiques, les crampes qui coupent le souffle, les migraines, les malaises. La douleur de l'endométriose, ça s'arrête pas au ventre, ça s'infiltre partout. Le quotidien, les projets et même parfois les rêves. Et on se demande si un jour on pourra avoir des enfants. D'ailleurs, personnellement, ça m'arrive de ressentir une certaine pression. C'est d'ailleurs un des sujets dont j'ai discuté avec ma mère au téléphone. T'as jamais eu peur que ça puisse avoir un impact justement sur le fait d'avoir des enfants ou autre? Pour toi? Ouais. Si, ça m'inquiète, mais bon, je me dis, il y a plein de choses maintenant qui se fait. Non, mais moi, je veux pas te filer mon angoisse, mes stress. Ben non, mais c'est normal après en tant que mère de penser à ces trucs-là. Quand j'ai parlé à ma mère de mes douleurs, au début, elle m'a simplement répondu « C'est normal, prends un antidouleur, mets une bouillotte, ça va passer ». Elle me rassurait comme elle pouvait, en espérant que ça finirait par s'atténuer. Et les médecins à qui j'en parlais, ils avaient le même réflexe, banaliser. Mais cette banalisation, elle coûte cher, elle retarde les diagnostics et elle nous isole. La doctorante en psychologie à l'Université de Montréal, Catherine Côté, elle s'est penchée sur ces mécanismes et sur les raisons qui font que le système médical minimise, voire ignore souvent la douleur des femmes. La médecine a été vraiment construite autour du rôle du médecin homme qui joue un rôle un peu paternaliste où en fait son rôle c'est de dire un peu au patient quoi faire, puis on ne considère pas le patient comme étant un agent actif là, de sa propre santé. Donc, souvent, il va y avoir un biais de genre là, en lien avec l'évaluation là, de la douleur chronique. Donc, en fait, il y a des études là, qui montrent que les douleurs seraient plus prévalentes chez les femmes. Donc, la douleur chronique est plus fréquente. On parle de 2 à 9 fois plus fréquente, dépendamment là, des conditions. Comme par exemple, les migraines sont vraiment plus présentes chez les femmes. On ne sait pas nécessairement pourquoi, mais c'est le cas. Mais il y a plusieurs hypothèses là, à ce sujet. Notamment, dans mon mémoire de maîtrise, je me suis intéressée là, aux facteurs puis aux conséquences de l'invalidation de la douleur. Puis parmi les causes qu'on voit, c'est beaucoup de préjugés en lien avec des variables identitaires, sociodémographiques, là, si on veut. Et puis au-delà d'être une femme, si vous appartenez à un groupe minorisé, que vous soyez autochtone, racisé, vivant avec un handicap, issu de la diversité culturelle ou LGBTQIA+, vos chances d'être écoutées, crues et prises en charge, elles diminuent encore. Des chercheuses en santé publique et en études féministes comme Kimberlé Crenshaw, qui a théorisé l'intersectionnalité, ou la professeure Patricia Hill Collins, ont montré que les systèmes de pouvoir ne s'additionnent pas simplement. Ils s'entrecroisent et se renforcent jusque dans les soins médicaux. Collins le résume comme ça. Les paradigmes intersectionnels nous rappellent que l'oppression ne peut pas être réduite à une seule cause fondamentale et que les oppressions travaillent ensemble pour produire l'injustice. Et moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma façon d'écouter les récits des autres. Parce que même si mon parcours, il a été long, même si moi aussi j'ai déjà eu l'impression de ne pas être prise au sérieux, je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et je sais surtout que certaines femmes, elles partent avec encore moins de chance. Concrètement, ça veut dire que plus les facteurs d'exclusion s'accumulent, plus la probabilité d'être ignorée, mal diagnostiquée ou stigmatisée augmente. Prenez le cas de Joyce Echaquan, une femme atikamekw décédée en 2020 à l'hôpital de Joliette, après avoir filmé et diffusé en direct sur Facebook les insultes racistes du personnel médical alors qu'elle demandait de l'aide pour des douleurs abdominales. Ces écarts, ils concernent pas que l'endométriose. On les retrouve dans d'autres maladies, comme le cancer, les maladies cardiaques ou les maladies auto-immunes. Mais ici, c'est encore plus compliqué parce que la douleur de l'endométriose, elle est invisible aux yeux des autres, comme l'explique Catherine Côté. Le fait aussi que la douleur, c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience qui est invisible. Donc, quand quelqu'un vit de la douleur puis qu'on ne sait pas nécessairement pourquoi elle vit de la douleur, ben, les professionnels de la santé ne la voient pas, cette douleur-là. Donc, c'est difficile d'agir sur cette douleur-là puis de vraiment croire la personne quand finalement, on n'a pas de réponse. Souvent, en douleur chronique, les gens vont consulter en première ligne, donc des professionnels de la santé comme des médecins de famille vont consulter, par exemple, à l'urgence, qui ne sont pas nécessairement les personnes les plus outillées en lien avec la douleur, puis spécifiquement la douleur chronique. Donc, souvent, ce qu'on va chercher, c'est vraiment, ben, il est où le bobo, finalement? Et si tous les résultats de tests de laboratoire, les imageries, tout ça, ça revient finalement sans cause ou sans rien d'anormal,
ça va être difficile pour les professionnels de la santé de comprendre ce qui se passe. Et donc, souvent, c'est plus facile de douter des personnes que de douter de ces tests ou de ces compétences. Voir sa douleur constamment remise en question, ça peut même nous faire douter de notre propre ressenti. C'est vrai, est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu trop pour un mal de ventre ? Et quand cette remise en question, elle vient du personnel soignant, on appelle ça le gaslighting médical. C'est quand les réponses qu'on reçoit en consultation dévalorisent notre ressenti au point où l'on finit par douter de nous. Et une douleur qui est bien réelle devient alors quelque chose dans notre tête. Le gaslighting, c'est quand on va amener une personne à douter d'elle-même puis de sa propre santé mentale. Donc, on voit souvent ça chez les patients qui vivent avec la douleur chronique ou avec d'autres conditions là, qui vont être invalidées par les professionnels de la santé. Donc, c'est pas un acte unique d'invalidation, mais c'est vraiment l'aspect répété de se heurter toujours à des gens qui vont remettre en cause les symptômes. Ça amène vraiment les patients finalement à douter là, de la véracité de leurs symptômes. Puis ça peut retarder finalement la prise en charge parce que souvent les patients vont comme un peu arrêter ou abandonner leur lutte pour obtenir un diagnostic ou autre parce qu'ils sont comme un peu désemparés. Ça va retarder la prise en charge ou faire en sorte qu'elle ne soit pas adaptée. Les médecins en première ligne ne peuvent pas tout faire. Et puis je pense que ça, c'est vraiment, comme je disais, là, le système de santé est vraiment beaucoup centré autour de ça, le rôle du médecin. Puis le médecin va ensuite répartir les patients ailleurs. Mais moi, je pense que parfois, là, ça peut être un gaspillage de ressources parce que finalement, c'est pas de ça que la personne a besoin. Le problème, ce n'est pas que toute la recherche médicale serait consacrée aux hommes. Une grande partie des budgets finance des maladies qui touchent tout le monde, peu importe le genre. Mais là où ça se joue, c'est que les pathologies qui touchent principalement les femmes et les minorités de genre restent, elles, moins étudiées, moins financées, moins priorisées. Et ça se reflète directement dans la recherche. Un article publié en 2022 dans la revue Obstetrics and Gynecology montrait qu'aux États-Unis, en 2020, seulement 10,8% du budget des instituts nationaux de la santé, qui sont les principaux organismes publics qui financent la recherche médicale, était consacré à la santé des femmes, 10%, pour un groupe qui représente plus de la moitié de la population. Et dans le cas de l'endométriose, un autre facteur s'ajoute. Ce n'est pas une maladie considérée comme mortelle, contrairement à un cancer par exemple. Résultat, l'urgence de trouver des solutions est souvent reléguée au second plan. C'est dans ce contexte que Yahya Elmir, fondateur du laboratoire Ziwig, a décidé de s'intéresser à l'endométriose et de chercher une méthode de diagnostic plus efficace. Quand on a choisi de s'intéresser à la santé des femmes, on a regardé de manière générale, pas spécifiquement sur la santé des femmes, c'était une approche très pragmatique. Quelles étaient les maladies recherchées, maladies chroniques recherchées dans Google, et on a vu que l'endométriose arrivait en tête largement de toutes les maladies. Eh ben oui, quand on a plein de questions et pas de solutions, on cherche sur Internet. S'il y a autant de personnes qui se renseignent sur cette pathologie, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis quand on a vu que le délai diagnostique était en années, y compris dans des pays modernes, on a trouvé bizarre qu'il faille 7 ans, 10 ans, 12 ans pour se faire diagnostiquer dans un pays moderne. Donc on s'est attaqué à la question du diagnostic. Et puis après, au fur et à mesure qu'on a creusé sur la pathologie, au fur et à mesure qu'on a progressé sur ses conséquences sur les patientes, on a la conviction aujourd'hui qu'on peut faire bien plus et bien mieux que simplement le diagnostic, qui est important. Le diagnostic, c'est important pour les patientes, c'est important pour avoir une prise en charge plus tôt, c'est important pour les médecins, c'est ce qu'on constate là où on l'a déployé, ça améliore leur pratique, ça leur donne des informations complémentaires. Donc le diagnostic est important, et aujourd'hui l'idée d'avoir un diagnostic précoce s'installe, les gens comprennent de plus en plus que c'est important, mais je pense que ces technologies-là donnent accès aussi à une meilleure compréhension de la pathologie, et donc une meilleure prise en charge des patientes et potentiellement un développement plus efficace des traitements et des thérapeutiques. Avec son laboratoire, il a donc développé l'endotest à partir d'une technologie dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, l'ARN. L'idée, c'est de détecter des signatures moléculaires d'endométriose dans la salive. En fait, on est parti de l'IA au tout début, de l'intelligence artificielle. Comme on a une certaine expérience là-dedans, on sait que l'intelligence artificielle, pour être efficace,
a besoin d'avoir des données extrêmement précises et très proches du fonctionnement biologique. On a regardé ce qui existait et c'est comme ça qu'on est tombé sur la biologie moléculaire et c'est comme ça ensuite qu'on est tombé sur les ARN. Puis quand on a commencé à travailler sur les ARN, on a travaillé sur le sang et puis on s'est dit pourquoi pas la salive, parce que la salive avait des atouts complémentaires qui ont la simplicité, la facilité d'usage. On a essayé et ça a marché et maintenant avec le recul, c'est peut-être un des meilleurs choix qu'on a fait. C'était très simple sur le plan logistique. C'est un simple prélèvement. On fait le prélèvement, on referme, puis on peut envoyer par la poste. Donc c'est extrêmement pratique. Si on veut avoir un impact fort en santé publique, c'est important d'être pratique. Moins c'est pratique, plus c'est une barrière pour les gens. Les premières questions que j'ai envie de poser sur ce nouveau test, ce serait est-ce que les résultats sont fiables ? Qu'est-ce que ça va changer pour les patients d'avoir accès à ce test ? Alors, le 100% n'existe pas en biologie, mais ce qu'on peut dire en termes de performance, en termes d'accuracy, c'est que la performance est très au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'outils. Avec un test comme ça, on a un taux d'erreur inférieur à 3%. En gros, ça veut dire que ce test salivaire, il est beaucoup plus précis que les technologies qu'on utilise actuellement pour détecter les lésions d'endométriose. Le plus souvent, on pose un diagnostic clinique basé sur les symptômes. Parfois aussi en utilisant une échographie ou une IRM quand les lésions sont visibles. Et dans d'autres cas, par une laparoscopie, qui est une chirurgie invasive, mais qui reste le seul moyen de confirmer la maladie avec certitude. L'autre avantage, c'est que le test salivaire, il va pouvoir identifier les différentes caractéristiques de la maladie de chaque patiente, ce qu'on appelle en langage scientifique les phénotypes. Prochaine version de notre travail, qui est de s'intéresser aux différents phénotypes de la maladie, parce que vous savez que les deux patientes qui ont toutes les deux les formes superficielles à 18 ans n'auront pas forcément la même chose à 30 ans. Il y en a une qui peut avoir des maladies cardiovasculaires, il y en a une qui peut avoir un problème de fertilité, il y en a une qui peut avoir des douleurs fortes, l'autre pas. Donc c'est très important d'identifier les différents groupes pour pouvoir anticiper et avoir une prévention efficace. L'idée, c'est qu'avec ces nouveaux outils, on pourrait non seulement diagnostiquer plus tôt, mais aussi mieux comprendre comment l'endométriose, elle va évoluer et donc mieux adapter sa prise en charge. Par exemple, on pourrait recommander à des patientes de congeler ses ovocytes quand on sait qu'elles risquent d'avoir des problèmes d'infertilité. Alors forcément, l'idée d'un test salivaire, ça soulève beaucoup d'attentes, mais ça soulève aussi des questions. En janvier 2026, le média Le Monde publie un article qui remet en cause plusieurs éléments des études ayant servi à évaluer ce test. Des erreurs, des approximations méthodologiques et un manque de transparence dans les données. Rien qui invalide définitivement la piste, mais suffisamment pour se rappeler que la science avance par essais et erreurs. Malgré tout, le test a été autorisé aux États-Unis en 2026. Une étape réglementaire majeure qui permet son utilisation et l'ouverture de nouvelles études à grande échelle. Mais est-ce que c'est possible de faire ce test au Canada ? Il n'est pas encore au Canada, mais on travaille à ce qu'il y soit bientôt. On a passé toutes les étapes réglementaires et on est en train de préparer les choses, mais les patientes canadiennes, je pense qu'ils vont pouvoir en bénéficier en 2026. Pour comprendre les étapes que l'endotest doit passer avant d'être disponible au Québec, on va entendre Sylvie Ducharme. Elle est biologiste et spécialiste de la réglementation pharmaceutique. En gros, son rôle, c'est de s'assurer que les tests et médicaments y respectent la loi et qu'ils sont vraiment fiables avant d'arriver sur le marché. L'approbation de ce type de produit pharmaceutique qu'on appelle un instrument médical, ça se fait par Santé Canada et c'est régi par la loi des aliments et drogues. Concrètement, les autorités, elles vont vérifier 3 choses. D'abord, que le récipient qui recueille la salive est fiable. Ensuite, que la méthode scientifique utilisée pour analyser les molécules, elle est validée. Et enfin, que l'algorithme informatique qui interprète les données et donne un résultat est solide. Ensuite, là, ça nous prend des preuves cliniques. Donc, il faut être capable de démontrer dans la vraie vie que, oui, l'endotest va pouvoir être fiable. Et le but, c'est de comparer avec les tests conventionnels qui existent en ce moment et de dire, est-ce que ça, on peut l'utiliser d'une manière aussi fiable que ces tests-là conventionnels comme imagerie. Et c'est là que chaque juridiction peut avoir son opinion et son évaluation différente sur le ratio risque-bénéfice. C'est un chemin long, avec beaucoup de cases à cocher, mais chaque étape validée, elle rapproche plus le test de nos hôpitaux. Selon la psychologue spécialisée en douleurs chroniques, Marie-André Lahaye, ce type de test va pouvoir aider les patientes à se sentir validées. Donc, d'avoir recours à
des tests ou autres, mais qui vient dans justement tenter de faire en sorte que les interventions sont beaucoup plus sont données plus rapidement, où on intervient plus rapidement sur les symptômes et au niveau multidimensionnel, encore une fois, ben, je crois que ça peut aider à prévenir une détresse psychologique beaucoup plus grande, de souffrir pendant de nombreuses années sans recevoir d'intervention. Ben, je crois que c'est là où ça peut amplifier la détresse psychologique. Un test, ça répare pas un système. Mais un bon test peut réduire l'errance, valider la douleur et orienter plus vite. C'est déjà énorme quand on vit avec une maladie chronique. En parlant de nouvelles pistes de traitement, une équipe de recherche de l'Université Laval travaille sur une molécule très prometteuse, un inhibiteur de l'estradiol. Concrètement, l'estradiol, c'est une hormone qui joue un rôle clé dans le cycle menstruel et qui alimente aussi les lésions d'endométriose. L'idée de la nouvelle molécule, c'est de bloquer la production d'estradiol pour qu'elle arrête d'alimenter la maladie. L'objectif de la molécule développée par le laboratoire de Donald Poirier, c'est d'empêcher l'estradiol de se lier aux récepteurs des œstrogènes et donc d'empêcher la prolifération des lésions d'endométriose. On a demandé à Donald Poirier, professeur en médecine moléculaire à l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, de nous expliquer comment ça fonctionne. Celui qu'on a développé, il a une particularité, c'est qu'il va se lier, mais il se fixe sur l'enzyme. OK? Il va être attaché chimiquement. La plupart des inhibiteurs sont, on dit, réversibles. Ils sont juste liés, mais faiblement. Nous, le nôtre, il est lié fortement, ce qui fait que l'enzyme, après, elle ne pourra plus rien faire, puis elle va être dégradée totalement. Donc, au final, il va y avoir un abaissement des taux d'estradiol, localement, idéalement, pour justement empêcher la prolifération des lésions qui sont stimulées par l'apport d'estrogène. Même si la découverte elle est prometteuse, transformer une molécule en médicament, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce marathon, il peut durer 10, 15, voire 20 ans. Les universités, elles vont jamais au bout du parcours. Leur rôle, c'est surtout de découvrir les nouvelles molécules et de montrer qu'elles peuvent fonctionner en laboratoire. Après ça, elles passent le relais aux compagnies pharmaceutiques privées qui testent et fabriquent le médicament à grande échelle avec des plus grands budgets. Sauf que convaincre une compagnie, c'est compliqué. Elles veulent que les chercheurs ils aient déjà fait une grande partie du chemin et qu'ils aient réduit au maximum les incertitudes. On appelle ça dérisquer un projet. Tant qu'il reste trop de zones d'ombre, les entreprises, elles préfèrent souvent attendre. Le financement, mais de la recherche au Canada, c'est quand même un milieu assez dur, et c'est très compétitif, l'argent est très rare, et surtout plus qu'on arrive vers le clinique, il y a très peu d'options pour aller chercher des sous. Donc, ces compagnies-là exigent que tu dérisques au maximum. J'ai beau avoir développé un inhibiteur de cette enzyme-là, je sais qu'il fonctionne, dans un modèle d'endométriose chez le singe, parce que le singe, c'est très près de l'humain, puis il existait un institut qui était en mesure de faire ce test-là. Il l'a fait pour nous. Mais là, après ça, il y a encore d'autres étapes. Pour amener cette molécule-là que je peux fabriquer dans mon laboratoire, dans mon laboratoire ici, mais je peux pas aller directement chez l'humain. Pendant plus de 20 ans, Donald Poirier et son équipe, ils ont travaillé sur leurs molécules. Et même si les résultats ils étaient encourageants, les entreprises pharmaceutiques, elles demandaient aux laboratoires universitaires d'aller encore plus loin dans les études. L'étape suivante, ça aurait dû être les études de toxicité, pour vérifier que la molécule, elle n'était pas dangereuse et qu'elle pouvait être donnée à un être humain sans provoquer d'effets graves. Comme ces tests, ils coûtent des millions de dollars, le laboratoire, il pouvait pas s'en charger et ça décourageait les compagnies pharmaceutiques. Aujourd'hui, c'est finalement un laboratoire espagnol qui a repris le flambeau. Ce qu'on entend par là, c'est tout le paradoxe de la recherche scientifique. Les idées, les découvertes, les molécules prometteuses, tout ça, ça existe déjà. Mais sans financement, elles restent coincées dans les laboratoires de recherche. Au Canada, le financement de la recherche, c'est un vrai parcours du combattant. Très compétitif et malheureusement souvent insuffisant. Plus on s'approche de la phase clinique, c'est-à-dire le moment où on commence à tester sur des humains, plus les ressources de financement, elles se raréfient. Les compagnies pharmaceutiques, elles veulent des projets déjà dérisqués avant même d'investir. Et ça, c'est un cercle vicieux. Sans argent, impossible d'avancer. Et sans avancer, impossible d'attirer les investisseurs. Les médicaments qui arrivent en phase 1. Déjà, d'en avoir un en phase 1, c'est un peu une success story, je vous dirais. Ça serait comme réussir à être rendu dans la Ligue junior majeure du Québec.
Mais après ça, la compagnie, elle, là, c'est à peu près comme elle espère arriver elle est presque arrivée dans la Ligue américaine, puis après ça, elle espère arriver dans la Ligue nationale. Les chiffres y parlent d'eux-mêmes. En 2022, plus de 4100 molécules sont entrées en phase 1. Au final, seulement 165 ont atteint l'étape de pré-homologation. C'est moins de 4%. Ça veut dire que l'immense majorité ne se rend pas jusqu'au bout. Donc oui, l'analogie de hockey de Donald Poirier, elle est assez parlante. Et dans ce contexte, difficile de ne pas penser au sport féminin. On met en lumière quelques percées, on applaudit les exploits, mais les moyens, eux, y restent limités. On demande aux athlètes de performer avec moins de financement, moins d'infrastructures, moins de soutien. Comme si leur potentiel y comptait un peu moins. La santé des femmes, c'est la même chose. Les besoins sont énormes, le potentiel de recherche est là, mais les investissements y suivent pas. Et c'est une injustice qui date pas d'hier. Un sexisme systémique qui s'est installé dans le temps et qu'on a vu à l'œuvre tout au long de cet épisode. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Même si on est encore loin d'une ligue nationale de la recherche sur l'endométriose, les choses elles bougent. Des patientes prennent la parole, des professionnels revoient leurs pratiques, des chercheuses, des cliniciens, des militantes poussent le système à évoluer. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi on en est là, qu'on a parlé des pistes de diagnostic et des défis de la recherche, dans le prochain épisode, on va se demander comment on fait concrètement pour améliorer le système. Il y a comme une considération dans notre système de santé que toutes les conditions, finalement, s'équivalent, puis qu'une consultation médicale, ça devrait durer 15 minutes. Les gens ont besoin de se rencontrer, puis il y a quelque chose de tellement puissant dans le fait d'être face à face avec quelqu'un qui a marché un peu dans tes souliers. Quelquefois, moi, je vois ma maladie comme un cadeau, en fait, parce que ça m'a amené à travailler dans le domaine du partenariat, qui, je trouve, est une approche extrêmement puissante. Donc déjà, il y a toute une partie qui est de l'écoute empathique, puisque souvent, on t'a nié pendant tellement longtemps que rien que le fait de t'écouter, de dire que, en fait, t'as raison, puis t'es légitime. We cannot just think hormones and surgery, we have to think beyond that. Ce balado est une production ALLATRA Média. À la production et à la narration, Lia Ferranti. Réalisé par Aimé Majot-Beauchamp, avec la collaboration journalistique et scénaristique d'Aurélia Crémou et Alexia Boyer. Merci à l'équipe d'ALLATRA Média et à Angélique Labadie. Merci aussi à l'équipe de Pivot, notre diffuseur officiel, et à notre partenaire Iris et Arlo. Et pour finir, un merci spécial à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner.